Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but d'expliquer de manière ramassée la leçon 5 intitulée Phénomène électrique en rapport avec l'influx nerveux en classe de terminale S2. Cette leçon qui fait toujours partie du thème 2 appelé Tissu nerveux et ses propriétés, qui est une partie intégrante des relations de l'organisme avec le milieu extérieur, qui est la première partie du programme de terminale S2. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Samba Simane, je suis professeur des sciences de la vie et de la terre et expert en semences. Et si vous êtes nouveau à cette chaîne, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, d'aimer la vidéo, de la partager pour faire bénéficier vos camarades. Top, c'est parti. Donc la leçon sera déroulée ainsi. Dans un premier temps, nous allons faire une petite introduction. Et en grand 1, nous allons voir le principe de fonctionnement de l'oscillographie ou oscilloscope cathodique. Grand 2, on va faire une petite mise en évidence des phénomènes électriques. Grand 3, on va faire une interprétation ionique. Et grand 4, on va faire une comparaison de potentiel d'action d'une fibre nerveuse et d'un nerf avant de conclure. Donc sans plus tarder, on va aller vite pour gagner du temps. Et dans la leçon précédente, on avait vu les propriétés du tissu, du tissu nerveux. Et ces propriétés-là, parmi ces propriétés, on avait vu que la cellule nerveuse a essentiellement deux propriétés, à savoir la conduction et l'excitabilité. Et maintenant, cette conduction, qui est l'une des propriétés très importantes, d'accord, qui permet tout simplement le passage du message nerveux. Ce message nerveux est appelé influx nerveux. Cette conduction donc est en rapport avec des phénomènes électriques au sein de la cellule nerveuse, communément appelée neurone. Ces phénomènes électriques peuvent être décelés à l'aide d'appareils spécifiques, d'accord. Ils peuvent aussi être expliqués de manière ionique. Donc dans cette leçon, nous allons voir d'abord le potentiel au repos. Qu'est-ce que c'est le potentiel au repos? Le potentiel d'action, qu'est-ce que c'est? Et comment, d'accord, s'effectue la propagation de l'influx nerveux. En grand 1 donc, on va commencer par l'appareil. Principe de fonctionnement de l'oscillographie ou oscilloscope cathodique, comme vous pouvez le constater sur l'écran. Donc là, c'est un schéma permettant de comprendre un peu comment est disposé l'oscilloscope cathodique, et on va accompagner cette figure avec un petit texte permettant de mieux comprendre cela. Donc ce principe est basé sur l'émission d'un faisceau, ce qu'on appelle spot d'électrons, par une source à équidistance entre deux plaques horizontales, et sa visualisation sur l'écran fluorescent. Donc ces plaques horizontales sont reliées chacune à une électrode réceptrice permettant de détecter les variations électriques. Ce qui fait que toute déviation du spot dans le sens vertical sur l'écran correspondra à l'apparition d'une DDP, ce qu'on appelle différence de potentiel entre donc les électrodes réceptrices. Donc voilà, de manière simple, comment on peut comprendre le fonctionnement de cet appareil. Donc c'est cet appareil maintenant qui nous permet, d'accord, comme vous le voyez ici, ça c'est le dispositif qui permet de recueillir le nerf ou bien le neurone, permettant un branchement lié à l'appareil et un autre appareil qui permet d'exciter, et l'appareil qui permet d'exciter est là. Donc là, ça permet d'exciter, et ici ce branchement que vous voyez là permet tout simplement de pouvoir recueillir les manifestations électriques. Cet appareil qui permet de recueillir ces manifestations électriques qu'on appelle oscilloscope, oscillographe si vous voulez. Donc on parle généralement d'oscilloscope cathodique. Donc voilà tout ce qu'on va faire dans ce cours là. On va, avec les enregistrements bien sûr, nous allons faire avec cet appareil.
Alors, grand 2, mise en évidence des phénomènes électriques. Expérience. On met en contact les faces externes et internes d'un neurone avec un galvanomètre. Galvanomètre, ça joue le rôle de l'oscilloscope tout à l'heure. Comme le dispositif, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc, on a mis une électrode à la surface et une autre électrode à l'intérieur. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on constate? On constate une déviation de l'aiguille. Interprétation donc. Le mouvement de l'aiguille met en évidence des phénomènes électriques au niveau de la fibre nerveuse. Ces phénomènes sont donc dus à une différence de potentiel, DDP, et le sens de déviation de l'aiguille montre que l'extérieur de la fibre est chargé positivement et l'intérieur négativement. Cette polarisation électrique observée au niveau de la fibre est commune à toutes les cellules vivantes. D'accord? Donc là, c'est valable pour toutes les cellules. Mais ici, on parle spécifiquement des cellules nerveuses. Alors, ce qui permet maintenant d'étudier donc le potentiel au repos, toujours dans la mise en évidence. Donc, si on s'intéresse à cette figure, pour mieux comprendre ce que c'est le potentiel au repos. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate, là c'est un petit dispositif. Lorsqu'on met les deux électrodes, d'accord, de l'appareil à la surface, d'accord, de l'axone, qu'est-ce qu'on constate? On note aucune déviation. Donc là, c'est clair. Donc pas de déplacement vertical du faisceau d'électrons. A et B sont au même potentiel. Ça veut dire que donc, au niveau de la surface, on n'a qu'une même charge. Alors, d'autre part maintenant, si on met une électrode à l'intérieur et une autre électrode à la surface, qu'est-ce qu'on note? On note directement une déviation vers la borne négative jusqu'à moins 70. D'accord? Ici, le document donne comme renseignement, le faisceau d'électrons descend attiré par A', l'électrode B est négative alors. Essayons donc de faire une description simple. Donc les renseignements se font à l'aide d'un oscillographe muni d'électrodes réceptrices et d'un stimulateur muni d'électrodes stimulatrices. La première et la deuxième électrode sont respectivement en relation avec la plaque horizontale inférieure et supérieure de l'appareil. Si les deux électrodes réceptrices sont placées à la surface de l'axone, en dehors de toute stimulation, le spot décrit une ligne horizontale au niveau de 0 sur l'écran de l'oscillographe. Le résultat est le même, quelle que soit la position des électrodes à la surface de l'axone. Donc il faut bien retenir cela. On peut dire que tout point de la surface du neurone au repos sont au même potentiel. Alors, l'autre côté, si on enfonce l'électrode B à l'intérieur de l'axone, le spot dévie brusquement. C'est la preuve qu'il existe une DDP entre la surface et l'intérieur du neurone. Cette DDP, généralement, c'est moins 70 mV chez le calmar, mais moins 60 mV chez beaucoup de mammifères. Cette DDP est appelée potentiel de repos ou potentiel membranaire du neurone, qui, par définition, est donc le potentiel de membrane en dehors de toute stimulation. Donc, il faut bien retenir que le potentiel de repos n'est rien d'autre que le potentiel, d'accord, qu'obtient, ou bien, d'accord, que la membrane plasmique dispose en dehors de toute stimulation. C'est ce potentiel-là qu'on appelle potentiel au repos. Donc, on peut dire qu'au repos, le neurone est polarisé électriquement. On peut passer maintenant au potentiel d'action, puisqu'on connaît déjà le potentiel au repos. Alors, ce dispositif nous permet d'étudier le potentiel d'action. Le dispositif pratiquement reste le même. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les deux électrodes, on les place à la surface. Et le faisceau d'électrons monte, arrivé
par B', arriver par B, attiré par B'. L'électrode A est donc négative. Le faisceau d'électrodes descend, l'électrode B est maintenue négative. D'accord? Donc là, c'est pour vérifier. Alors, sur l'autre dispositif, donc c'est cette figure-là que vous voyez avant de continuer, cette figure, d'accord? Ici, donc, ça monte, puis ça descend. Alors, l'autre figure, qu'est-ce qu'on fait? On place l'une des électrodes à la surface et l'autre enfoncée. Et qu'est-ce qu'on constate ici? Le faisceau d'électrons monte, attiré donc par A qui est négatif, par rapport à B. Petit 2 donc, le faisceau d'électrons descend, A absorbe son potentiel, B redevient négatif. Donc vous voyez ici donc, là, on a pratiquement un potentiel qui est comme ça. Et après ce truc-là, ça redevient normal. Il faut bien retenir donc un élément important avant de continuer. C'est que on a deux types de potentiel d'action ici. Un potentiel d'action qui est là, on parle dans ce cas de potentiel biphasique, et ce potentiel d'action, on parle de potentiel monophasique. Diphasique, parce qu'il y a deux phases. Il y a deux sommets que vous voyez, en haut et en bas. Alors qu'ici, on a un seul sommet qui est là. Ce qui veut dire que c'est monophasique. On va entrer en détail. Alors, pour le potentiel d'action diphasique, si on place les électrodes réceptrices A et B à la surface de l'axone et qu'on porte une stimulation d'intensité suffisante sur la fibre nerveuse, il apparaît une perturbation sur l'écran de l'oscillographe. En effet, le spot décrit une onde dissymétrique avec deux points appelés spikes. Les deux points sont ces deux-là. On retourne un peu pour mieux voir. Donc, c'est les points culminants qu'on appelle spike. Là, c'est le pic, tout simplement. Alors ici, cela traduit tout simplement que l'existence d'une DDP provoquée d'abord en A, puis en B. Cette différence de potentiel est le potentiel d'action de la fibre nerveuse. Par définition, donc, essentiellement, le potentiel d'action est la DDP membranaire suite à une stimulation suffisante ou bien la perturbation du potentiel de repos suite à une stimulation suffisante. J'espère que c'est bien clair. Alors, ce potentiel d'action diphasique, on va faire une interprétation de ces tracés pour mieux comprendre. En 1, ici, comme vous le voyez là, c'est numéroté 1, 2, 3, 4, comme vous le voyez. En 1, donc, c'est l'artefact de stimulation. Quand on apporte une stimulation à la cellule nerveuse, c'est ce qui marque cette modification-là. Cette modification-là qu'on appelle donc artefact de stimulation. Il correspond au moment de stimulation. La vitesse du courant électrique étant supérieure à celle du courant biologique ou influx nerveux. Donc là, c'est ce qui marque cette perturbation que vous voyez là. Il faut bien retenir parce que dans certains documents, dans certains exercices, on vous demande d'annoter ces éléments-là et de les expliquer. Maintenant, entre 1 et 2, il ne se passe rien. Comme vous le voyez ici, entre 1 et 2, il ne se passe rien. Donc, c'est ce qui correspond directement à ce qu'on appelle temps de latence. Et ce temps de latence correspond au temps que met l'influx nerveux pour arriver à la première électrode réceptrice. Ici, c'est A. Alors, si on continue toujours, entre 2 et 3, on a la déviation du spot vers le haut, ce qui indique que l'électrode réceptrice A est devenue négative. Il y a alors une inversion de la polarité membranaire par rapport à l'état de repos. C'est la dépolarisation sur l'électrode réceptrice A. Entre 3 et 4 maintenant, c'est la descente du spot, ce qui montre un rétablissement des potentiels entre A et B. C'est la repolarisation, l'électrode réceptrice A. Entre 4 et 5,
La déviation du spot vers le bas montre que maintenant, c'est l'électrode B qui devient négative. C'est la dépolarisation sous l'électrode réceptrice B. Et entre 5 et 6, la déviation du spot vers le haut explique que l'électrode B tend à devenir positive. C'est la repolarisation de l'électrode réceptrice B. Et en 6, enfin, c'est le retour à l'état initial car l'onde a dépassé les deux électrodes réceptrices A et B. Donc voilà les différentes parties que constitue, d'accord, le potentiel d'action diphasique. Il faut bien noter en remarque. Les électrodes A et B sont à la surface du neurone et sont relativement proches l'une de l'autre. On obtient une courbe diphasique dissymétrique. On revient ici pour mieux voir. Courbe dissymétrique. Voilà. Dissymétrique, c'est ici. Dissymétrique. C'est pourquoi dissymétrique? Parce que les deux amplitudes ne sont pas les mêmes. D'accord? Il y a une grande différence entre ces deux amplitudes. C'est pourquoi on parle de dissymétrique. Maintenant, ici, c'est symétrique. D'accord. Donc, on obtient une courbe diphasique dissymétrique car la dépolarisation sous la deuxième électrode B a commencé pendant que la repolarisation sous la première électrode A n'est pas entièrement achevée. On obtient une courbe d'amplitude plus faible que celle de la première partie. Maintenant, si les électrodes A et B, toujours placées à la surface de l'axone, sont suffisamment éloignées l'une de l'autre, on obtient une courbe diphasique mais symétrique. Car la dépolarisation sous B se déroule au moment où la repolarisation sous A est entièrement achevée. Donc on aura deux amplitudes pratiquement, les deux amplitudes, les deux courbes auront pratiquement les mêmes amplitudes. L'autre potentiel, c'est ce qu'on appelle potentiel monophasique. Ce type de potentiel est obtenu soit en mettant en contact une électrode avec la surface d'une fibre et l'autre comme électrode de référence, d'accord, isolée comme ça comme électrode de référence, soit en maintenant une électrode à la surface et l'autre à l'intérieur de la fibre. Donc voilà les deux dispositifs qu'on peut avoir. Dans le deuxième cas, on notera une hyperpolarisation due à une augmentation de la DDP quand l'onde arrive au niveau de la deuxième électrode réceptrice B. Il faut bien noter, si la stimulation est suffisante, on a un potentiel d'action reconnaissable par l'inversion de signe et qui se propage sur toute la fibre nerveuse. Si la stimulation n'est pas suffisante, on a une dépolarisation locale, encore appelée dépolarisation de membrane, qui ne se propage pas. On aura tout simplement un potentiel local. D'accord? Et ce potentiel local ne pourra pas donner un potentiel d'action, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de propagation. Alors, puisqu'on parle d'excitation, il y a toujours ce qu'on peut appeler potentiel récepteur ou potentiel de récepteur, c'est la même chose. Voilà un dispositif qui nous montre un peu le potentiel de récepteur, qui est aussi très important. Donc si on observe bien, qu'est-ce que ça veut dire ici? On essaye de décortiquer, d'accord, ce dispositif. Qu'est-ce qu'on a ici? On a tout simplement une extrémité au niveau du récepteur, d'un récepteur donné, d'accord, et on a, d'accord, ici, un neurone, une fibre nerveuse, ce qui permet maintenant de pouvoir matérialiser cela à l'aide d'un appareil qui enregistre. Donc si on presse, peut-être on prend l'exemple du bout du doigt. Si vous prenez votre bout du doigt, vous pressez, d'accord, sur un élément extra, ça déclenche directement des excitations. Maintenant, si vous faites un peu, vous aurez des excitations, d'accord, qui sont un peu espacées. Ici, si vous ne pressez pas, vous n'aurez pas d'excitation. Si vous pressez un peu, petit à petit, vous aurez des excitations
d'accord, avec des fréquences différentes. Si vous augmentez un tout petit peu le rythme, vous augmentez, d'accord, la fréquence, comme vous voyez ici. Si vous augmentez encore le rythme, vous augmentez la fréquence. Et donc, dans ce cas, on aura tout simplement des potentiels de récepteurs. Maintenant, il faut décortiquer ces potentiels de récepteurs afin de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, au niveau d'un récepteur sensoriel, une fibre nerveuse répond à une stimulation par une dépolarisation locale d'amplitude graduable en fonction de l'intensité du stimulus. Ces réponses constituent le potentiel de récepteur qui traduit l'intensité du stimulus en amplitude de potentiel de récepteur. C'est très important. Maintenant, ce potentiel de récepteur au-dessus d'une valeur seuil engendre au niveau de la fibre sensitive un train de potentiel d'action d'amplitude constante mais de fréquence proportionnelle au potentiel de récepteur. Comme je l'ai dit tantôt, si vous pressez petit à petit, vous aurez le nombre de potentiels d'action, d'accord, en fonction du nombre d'excitation que vous avez fait, du nombre de stimulation, en quelque sorte, pour être plus clair. Maintenant, là, c'est lorsque la stimulation atteint le seuil. Si la stimulation n'atteint pas le seuil, ça n'engendre pas de potentiel d'action. Mais si la stimulation atteint le seuil, ça engendre directement un potentiel d'action. Et en fonction des potentiels de récepteurs qui atteignent le seuil, on a le nombre de potentiels d'action. C'est pourquoi on parle de fréquence proportionnelle au potentiel de récepteur. J'espère que c'est bien clair. On dit que l'information initiale codée en amplitude au niveau du récepteur est convertie au niveau de la fibre en message codé en modulation de fréquence. Et là, c'est très important, il faut bien retenir. Dans les exercices, il faut bien comprendre ça. Donc, les potentiels de récepteurs, s'ils atteignent le seuil, donnent directement des potentiels d'action. En fonction maintenant du nombre d'excitations, du nombre de potentiels de récepteurs, on a le nombre de potentiels d'action. Donc, si vous avez beaucoup de potentiels de récepteurs qui atteignent le seuil, vous aurez le même nombre de potentiels d'action et qui se suivent successivement. C'est pourquoi on parle de train, d'accord, de train. Et c'est ce qu'on appelle modulation de fréquence. Donc, en fonction du nombre de potentiels de récepteurs. Donc, la transformation de l'énergie du stimulus en un message de type nerveux est appelée la traduction. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle la traduction. La traduction, donc, pour être plus simple, c'est la transformation de la stimulation en potentiel de récepteur ou potentiel d'action. Tout simplement. D'accord? Qu'on appelle la traduction. Alors, on va entamer directement et rapidement l'interprétation ionique. Vous savez que pour qu'il y ait différence, pour qu'il y ait manifestation électrique au niveau de la fibre, plus précisément au niveau de la membrane plasmique, cela veut dire qu'il y a forcément une polarité. Et cette polarité peut être causée par une différence de charge liée à la présence des ions, de part et d'autre de la membrane. Ce qu'on va essayer d'interpréter. Donc, des données, des études menées sur des fibres nerveuses géantes de Kalmar donnent la répartition ionique suivante. Donc, on a pratiquement ce tableau que vous voyez bien. On va essayer de décortiquer ce tableau. Ces résultats montrent une répartition ionique très inégale de part et d'autre de la membrane de l'axone Na et Cl, qui sont très peu abondants dans le milieu intracellulaire, alors que K est très abondant dans ce milieu. Très abondant. Donc le potentiel de membrane est lié à ces différences importantes de concentration de particules électriquement chargées. Électriquement chargées, il faut bien retenir. Alors, essayons de voir les rôles que jouent les protéines au niveau de la membrane plasmique. En raison de la différence de concentration entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, les ions K+ ont tendance à diffuser
de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule, alors que les ions Na+, ont tendance à diffuser, d'accord, de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Là, c'est la loi de la diffusion simple qu'on avait vu en classe de première. Donc, comme vous pouvez voir ici. Alors, donc, cela a tendance à égaliser les milieux en termes de concentration par rapport à un type d'ion donné. Ce qui fait qu'il n'y aura pas, si ceci est respecté, il n'y aura pas une inégalité de charge. En réalité, deux catégories de protéines membranaires prennent en charge le passage des ions à travers la bicouche lipidique. Ce sont des canaux et des pompes à ions. Le canal de fuite de K+, qui est ouvert en permanence, permet une diffusion passive des ions K+, et de Na+, dans le sens décroissant de leur gradient de concentration. Ce canal étant beaucoup plus perméable aux ions K+, qu'aux ions Na+, il laisse donc fuir vers l'extérieur de la fibre beaucoup plus de K+, qu'il ne laisse entrer de Na+. Ce qui rend l'intérieur de la fibre électronégatif par rapport à l'extérieur. Alors que la pompe Na+K+ assure le maintien de la dissymétrie ionique entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Cette pompe donc est une enzyme protéique, d'accord, ATPase, capable à la fois d'hydrolyser de l'ATP et d'utiliser l'énergie libérée pour assurer le transfert des ions Na+ et K+ contre leur gradient de concentration. Ici, c'est le transport actif qu'on a vu en classe de première. Donc, une pompe Na+K+ expulse plus de sodium dans le milieu extracellulaire qu'elle ne le fait entrer de K+ dans la fibre. Alors ici, il faut bien comprendre cela. Il faut comprendre que le canal de fuite de K+ permet tout simplement à rétablir les différences de concentration par rapport aux ions donnés. Mais ce qui n'arrange pas réellement la fibre, parce que la fibre doit garder une certaine inégalité de charge, de concentration par rapport à ces ions-là, de Na+, K+ et de Cl-. Ce qui permet d'avoir une différence de potentiel au repos. Alors, il faut donc le fonctionnement de la pompe qui va permettre de garder cette inégalité de concentration, ce qui va permettre à la cellule d'avoir une certaine inégalité de répartition des charges, permettant d'avoir un potentiel de repos. Alors, si on veut réellement comprendre ce qui se passe, concernant donc ces charges-là, lorsqu'il y a maintenant un potentiel d'action, c'est-à-dire l'arrivée du message nerveux, il y aura changement, il y aura perturbation. Qu'est-ce qui explique cette perturbation? Ou bien comment se manifeste cette perturbation? Lors de la stimulation de la fibre nerveuse, il est possible de suivre les variations de perméabilité en ions Na+ et K+. Au moment de l'excitation, la perméabilité aux ions Na+ augmente brusquement et ces ions entrent en grande quantité dans la fibre par ouverture des canaux Na+, ce qu'on appelle des canaux à voltage dépendant, qui sont différents des canaux de fuite. Il faut bien retenir. Les canaux à voltage dépendant fonctionnent. C'est des canaux qui sont fermés et qui ne s'ouvrent qu'en fonction de la stimulation. Si la stimulation atteint le seuil, ces canaux s'ouvrent. À la différence des autres canaux qu'on appelle canaux de fuite qui sont toujours ouverts. Il faut bien retenir cela. Ainsi, l'intérieur devient chargé positivement par rapport à l'extérieur qui devient électronégatif. C'est ce qu'on appelle la dépolarisation. La dépolarisation que vous voyez ici. Donc, si on essaie de voir un peu ici, d'accord? Donc, vous voyez que nous avons ici une dépolarisation
comme c'est annoté, d'accord, après l'artefact, nous avons une dépolarisation. Voilà, voilà donc la dépolarisation. Alors, ensuite, les canaux Na+ à voltage dépendant sont inactivés et se ferment. Au même moment, les canaux K+ à voltage dépendant s'ouvrent et entraînent une importante sortie de K+, rendant ainsi l'extérieur électropositif à nouveau. C'est la repolarisation, comme vous le voyez sur la figure, comme ça, la repolarisation. Et donc, après cette repolarisation, on a ce qu'on appelle l'hyperpolarisation que vous voyez ici, l'hyperpolarisation, qui est due à une sortie un peu plus importante de K+ lors de la repolarisation. Enfin, le passage des ions de part et d'autre de la membrane entraîne une répartition anormale, excès de Na+ et déficit de K+ à l'intérieur et inversement à l'extérieur. Pour un retour au potentiel initial, la pompe à Na+, K+, augmente son activité, ce qui correspond à la période réfractaire. On avait déjà parlé dans la leçon précédente. C'est la période pendant laquelle, si vous apportez une excitation à la fibre, il n'y aura pas de réaction. On avait parlé de cette période réfractaire. Alors maintenant, on va passer à la comparaison de potentiel d'action d'une fibre nerveuse et d'un nerf. On stimule une fibre isolée et un nerf avec des stimulations d'intensité croissante. Le document suivant montre les résultats obtenus, comme vous le voyez sur les deux documents. Le premier document, en haut, c'est un potentiel, d'accord, ou bien des potentiels d'action d'un neurone soumis à des excitations d'intensité croissante. Alors que le document en bas montre des potentiels d'action d'un nerf soumis à des excitations d'intensité croissante. Et si vous voyez bien, ici, au niveau de la fibre, on note que là, les potentiels d'action gardent la même amplitude que vous voyez ici, alors qu'au niveau du nerf, on a pratiquement des potentiels d'action dont les amplitudes varient. Et arrivé à ce niveau-là, l'amplitude ne varie plus, l'amplitude reste constante. Qu'est-ce qui fait cela? Donc au niveau de la fibre nerveuse, dès que le seuil est atteint, on obtient un potentiel d'action d'amplitude maximale et constante. Quelle que soit l'augmentation de l'intensité, l'amplitude demeure constante. On dit que donc la fibre obéit à la loi du tout ou rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de la fibre, l'amplitude du potentiel d'action n'augmente pas. Soit on a un potentiel d'action qui a son amplitude d'emblée maximale et l'amplitude ne varie plus, reste constante, soit on n'a pas de potentiel si l'excitation n'atteint pas le seuil. Mais ça ne varie pas. Donc, l'excitation atteint le seuil, donne directement un potentiel d'action qui garde toujours, d'accord, son amplitude. C'est pourquoi on parle ici de loi tout ou rien. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau d'un nerf? Dans ce cas, l'amplitude augmente avec l'intensité des excitations qui demeurent constantes à partir d'une certaine intensité. Donc, quand on excite, on augmente l'intensité petit à petit, l'amplitude des potentiels d'action augmente. Mais arrivé à un moment donné, l'amplitude n'augmente plus. L'amplitude donc demeure constante à partir de ce moment-là. Ça veut dire quoi? Une faible intensité touche un petit nombre de fibres. Lorsque cette intensité augmente maintenant, un nombre de fibres de plus en plus élevé et excité. Puisque le nerf est constitué de plusieurs fibres et toutes les fibres n'ont pas les mêmes calibres, donc n'ont pas les mêmes intensités seuil. Il y a des fibres qui ont des intensités seuil plus faibles,
d'autres des intensités seuil plus élevées. Donc, si vous apportez des excitations avec une intensité B donnée, ça peut directement toucher à un type de fibre, d'accord, avec une intensité seuil qui correspond directement à l'intensité apportée. Donc, cette fibre-là est excitée, ce qui donne un potentiel d'action. Vous augmentez encore l'intensité, d'accord? L'intensité seuil augmente et d'autres fibres sont excitées. Et ça continue comme ça jusqu'à ce que toutes les fibres du nerf sont excitées. Une fois que toutes les fibres du nerf sont excitées, on a maintenant une amplitude d'emblée maximale et on ne peut plus dépasser cette amplitude. On dit dans ce cas, l'amplitude devient constante lorsque toutes les fibres sont touchées. On parle ici d'un phénomène de recrutement. Pourquoi recrutement? Je l'ai expliqué tantôt. Parce que c'est en fonction des intensités seuil des fibres qui constituent le nerf. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que toute cellule nerveuse présente une polarité électrique due à une répartition inégale ionique. L'inversion de cette polarité est due à l'origine du potentiel d'action qui se propage. Merci de votre attention. Et comme j'ai l'habitude de le dire à la fin de ces vidéos, il faut s'entraîner parce que comme disait Albert Einstein, la vraie connaissance, c'est de l'expérience. Le reste n'est que de l'information.